Eh bien bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai pas vraiment une vidéo à te proposer, ni un contenu d'un projet non plus. Par contre, j'ai envie d'avoir une réflexion avec toi sur la constitution d'un portefeuille crypto-monnaie. Donc un portefeuille crypto-monnaie, il doit se construire, je pense, comme un portefeuille bourse traditionnelle. Donc si tu en as un, normalement, la première règle en bourse traditionnelle, c'est de diversifier son portefeuille. Et pourquoi on diversifie un portefeuille? Tout simplement pour pouvoir passer les différents cycles économiques. Donc il y a plusieurs cycles économiques en bourse traditionnelle. Il y a l'inflation qui peut être haute ou basse, la croissance aussi basse ou haute. Et en fait, quand tu as un portefeuille équilibré, donc avec des actions, des obligations longue durée et courte durée, des tips qui sont indexés sur l'inflation, des matières premières, des métaux précieux et bien sûr une partie cash, normalement, tu dois en tout cas limiter la casse lorsque tu passes les différents cycles économiques. En crypto-monnaie, tu dois avoir exactement la même réflexion pour diversifier ton portefeuille. Et pour ça, il y a aussi différents cycles économiques. Il y a le bull market, le bear market, des mauvaises news, des bonnes news. Et tout ça en font des cycles économiques. Et si tu équilibres bien ton portefeuille crypto-monnaie, normalement, tu dois passer tous ces différents cycles économiques de la crypto-monnaie. Voilà, donc pour pouvoir équilibrer ça, chez chacun à sa stratégie. Et il faut bien sûr construire ton portefeuille en pourcentage. Donc un pourcentage sur des tokens qui sont locomotives comme Ethereum, Bitcoin. Un autre pourcentage sur des altcoins qui ont plus de volatilité. Tu peux aussi investir dans des projets scientifiques qui sont ultra risqués mais qui peuvent te servir de booster. Surtout si ces projets explosent, ils vont te ramener une plus-value qui va donc pouvoir améliorer la rentabilité totale de ton portefeuille. Tu vas aussi avoir une partie en cash, être sur des projets un peu plus légitimes, un peu plus sûrs. Et il y a une partie aussi qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la partie des privacy coins. Alors de mon côté, l'allocation pour les privacy coins, c'est environ de 3 à 5% de mon portefeuille général. Et pourquoi allouer une partie de mon portefeuille sur des privacy coins? Alors déjà, qu'est-ce qu'un privacy coin? C'est tous les tokens qui vont te permettre de rester dans l'anonymat, et en tout cas pour préserver ta vie privée. Alors par exemple, le type de privacy coin, on va retrouver du Secret Network, du Zcash, ou le plus connu c'est le Monero, et c'est des tokens qui vont te permettre de faire des transactions en gardant l'anonymat, plus ou moins suivant les tokens, bien sûr ils n'ont pas le même degré d'anonymat, en sachant que Monero est vraiment la boîte noire, celui qui préserve le plus l'anonymat. Alors si on réfléchit un petit peu aujourd'hui, qui a forcément besoin d'acheter du privacy coin? Et en fait, pas grand monde. Le grand public n'a forcément pas besoin d'acheter ce type de token. Et on peut imaginer que ce type de token est réservé soit à des hackers, soit à des gens qui veulent acheter des choses illégales sans être vus, donc en restant dans l'anonymat. Voilà ce qu'on peut penser aujourd'hui et c'est ce qui se passe car on voit bien que ces tokens sont actuellement sous-évalués parce qu'il n'y a pas une forte demande justement sur ces tokens car finalement le monsieur tout le monde, le grand public ne va pas vers ces types de tokens parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses à faire sur toutes les autres blockchains publiques, donc toutes ces blockchains où on peut voir les différentes transactions, mais finalement ça ne nous gêne pas trop parce que la traçabilité finalement c'est une chose qui est bien même pour nous parce qu'on peut éventuellement retracer une transaction. On peut aussi nous prouver qu'on a fait une transaction un jour grâce à la traçabilité de la blockchain, donc c'est quelque chose quand même qui est intéressant. Alors tu peux te poser la question, pourquoi moi finalement j'alloue une partie de mon portefeuille sur ces privacy coins? En fait, je ne me mets pas dans un mode de spéculation, je me mets plutôt dans un mode assurance, je m'assure. C'est un petit peu le même concept, un petit peu la même philosophie que lorsque tu prends une assurance habitation ou une assurance pour ta bagnole. Quand tu prends une assurance habitation, c'est pas pour avoir un dégât des eaux, on est d'accord. Mais par contre, si un jour tu as un dégât des eaux, alors déjà tu seras énervé, ça sera pas bon, parce qu'il y a des travaux à prévoir, mais tu seras content, tu seras bien content d'avoir pris une assurance habitation qui va permettre justement de payer les frais, les travaux et ainsi de suite. Pareil pour ta bagnole. Tu prends une assurance, c'est pas pour faire un accident et reprendre l'assurance, non. Mais si un jour tu as un accident, bah déjà dans ce genre de situation on n'est pas bien, mais au moins tu auras pris ton assurance et tu pourras rembourser ou refaire faire ta bagnole. Et voilà, ça te rassurera quand même d'avoir cette assurance. Et ben pour les privacy coins, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de demandes, donc le prix de ce token est sous-évalué. Et donc si moi j'en prends, si j'achète ce token, finalement c'est en me disant j'espère qu'il ne montera pas.
J'espère qu'il n'y aura pas une forte demande de ce token, comme pour ta bagnole. Si tu prends ton assurance, c'est pas pour te dire que tu vas faire des accidents. Donc moi, je prends ce Privacy Coin, non pas pour me dire qu'il va y avoir une grosse demande, car s'il y a une grosse demande de la part de tout le monde, hein, du monde entier, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est qu'il s'est passé quelque chose au niveau de la vie privée et de l'anonymat. On sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'algorithmes avec des intelligences artificielles qui font du tracking sur les blockchains, dans la crypto-monnaie, et qui sont capables d'étudier les comportements de chacun, donc avec des probabilités qui sont de plus en plus importantes. Ces algorithmes vont continuer donc à progresser pour traquer donc tous les gens. Aujourd'hui, à la limite, on s'en fout un petit peu parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples de personnes qui se sont fait attraper dans la DeFi. Mais demain, on sent aujourd'hui avec les gouvernements qui commencent à regarder du côté des crypto-monnaies. On a vu des amendements qui sont demandés au niveau Parlement européen. Les États-Unis qui sont en train de regarder aussi de leur côté. Les banques centrales aussi qui voient d'un mauvais œil la crypto-monnaie. Donc on peut imaginer, et j'espère que ça ne se passera pas, donc on peut peut-être imaginer que dans quelques mois ou dans quelques années, peut-être que les gouvernements, le fisc, les tribunaux ou même tout simplement le gouvernement va faire des requêtes auprès des blockchains pour pouvoir tracer justement les différentes transactions. Et donc si à un moment donné, ils commencent à attraper des gens au niveau fiscal, donc tout ça, ça va savoir, ça va faire le buzz. Donc on va en parler sur les réseaux sociaux, on va en parler dans le monde de la crypto. Si ils en attrapent de plus en plus, si les algorithmes sont de mieux en mieux faits pour pouvoir traquer les gens, et donc tu n'as plus aucun choix, même en étant dans la DeFi, de pouvoir échapper au fisc, et bien ça c'est la psychologie. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont avoir peur. Ceux qui ne se sont pas fait attraper vont se dire, ça va bientôt être mon tour. Et là, dans ces cas-là, celui qui a de l'argent, par exemple, sur la blockchain Solana, et ben, surtout des grosses sommes, je parle vraiment pour les gens qui ont des gros montants justement sur différentes blockchains, et ben, eux, ils vont être directement, ils vont prendre leur argent qui se trouve sur ces blockchains publiques, donc traçables, avec une traçabilité, et la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se réfugier vers les Privacy Coins. Ils vont acheter du Monero, par exemple, donc c'est le XRM, ou d'autres tokens en tout cas qui préservent l'anonymat, parce qu'ils ne veulent pas se faire attraper. Et si ça continue encore, toutes ces informations qui vont nous arriver, on peut partir d'un principe que ça va monter et monter en épingle, les gens vont avoir peur, la psychologie de la peur va faire que la demande des tokens Privacy Coin va complètement exploser. La demande sera tellement forte que le token ne sera plus sous-évalué, mais il va complètement exploser. Et ça, c'est vraiment une chose que je ne souhaite pas. J'achète du Privacy Coin aujourd'hui, justement pour que ça n'arrive pas. J'espère que la demande ne sera pas importante, mais si justement cette demande est importante et qu'il y arrive ce que je viens de dire, et si tout le monde veut acheter le Privacy Coin, ben moi je serai assuré. Mon assurance est là. Je n'aurai pas besoin d'en acheter, j'en aurai déjà. Et je pourrais même revendre une partie de mon portefeuille à des gens qui vont vouloir me l'acheter à n'importe quel prix. Tu vois la philosophie? Donc, encore une fois, j'espère que cela n'arrivera pas et qu'on reste comme on est aujourd'hui dans la DeFi, sur les différentes blockchains, qu'on puisse continuer à faire nos investissements de façon intelligente, de façon privée quelque part, qu'on puisse dépenser notre argent comme on le souhaite. Mais encore une fois, si demain il y a vraiment le gouvernement qui rentre dans les blockchains, elles ne pourront rien faire, elles seront obligées de donner tes hash personnels, ce qui veut dire tes transactions, et bien sûr, tu seras tracé. Donc voilà ma conception de cet investissement. C'est vraiment un investissement assurance en espérant que ça n'arrive pas comme quand tu achètes ta bagnole et que tu prends ton assurance, tu espères pas faire un accident. Voilà pour cette réflexion. Encore une fois, aujourd'hui, tu peux acheter, alors si je parle du Monero par exemple, tu peux acheter le Monero mais très facilement sur Binance, sur une plateforme centralisée sans problème. Mais si demain ça arrive, ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, et que vraiment les institutions veulent rentrer dans la crypto-monnaie, tu peux être sûr qu'il y aura une interdiction auprès de toutes les plateformes centralisées de vendre ce token. Et là, tu ne pourras plus l'acheter de façon facile, on va dire. Tu pourras toujours l'acheter sur la DeFi ou sur certains protocoles. Mais ça va ramener encore une plus grande rareté à ces tokens qui vaudront encore plus cher. Alors pour finir, bien sûr, si tu achètes un token Monero par exemple ou les autres Zcash sur Binance, ne le laisse pas sur Binance. Parce que c'est un petit peu comme si tu achetais un produit dans une société et que tu prenais une assurance dans la même société. Ce
Ce qui veut dire que si la société elle tombe en faillite, tu n'as plus rien. Voilà, donc si tu achètes ces tokens sur Binance ou sur d'autres plateformes centralisées, tu les transfères vers un wallet perso, à toi. D'accord? Par exemple, le wallet Monero pour le Monero. Voilà. Et en plus, tu le mets sur Ledger. Hein, tu sécurises tout ça. Et normalement, ça sera bon. Et tu laisses dormir ce token tranquillement, en espérant qu'il ne se passe rien. Voilà pour cette réflexion. Alors, j'espère que ce contenu t'a plu. Je ne sais pas du tout si ça va t'intéresser, ces histoires sur Monero ou sur les autres. Mais en tout cas, sur Monero, si tu veux que je fasse une vidéo tutoriel sur le wallet Monero, comment transférer des tokens XMR depuis Binance vers Monero, comment gérer ces tokens sur la blockchain Monero, tu me le dis en commentaire et je te ferai une vidéo spéciale Monero, wallet Monero. Voilà, sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.